Imaginez, vous êtes aux commandes d'un Airbus A350, flambant neuf. Derrière vous, 206 passagers rentrent tranquillement de San Francisco. Après 11 heures de vol, la piste d'Orly est là, parfaitement alignée. Le ciel est dégagé sous les nuages. Les conditions sont idéales. Vous décidez de déconnecter l'autopilote pour garder la main. Un peu de pilotage manuel, ça fait toujours du bien après un long courrier. Et puis, en une fraction de seconde, tout bascule. Une alarme vocale stridente déchire le silence du cockpit. Wind shear ahead. Cisaillement de vent détecté. Le commandant ordonne immédiatement d'abandonner l'atterrissage. Vous poussez les manettes à fond, cabrez l'avion. Mais quelque chose d'étrange se produit. Comme si votre cerveau s'éteignait progressivement. Les voix deviennent lointaines, vos gestes continuent, mécaniques, mais déconnectés de toute logique. Bienvenue dans l'incident du vol French Bee 711, le 4 février 2020. Une histoire qui montre comment, même des pilotes très expérimentés, peuvent perdre temporairement le contrôle de leur propre esprit. Ce jour-là, 3 pilotes chevronnés sont aux commandes. Un copilote de 45 ans, avec 8600 heures de vol, un commandant de bord de 40, et un an, également très expérimenté sur A350. Et une pilote de renfort, assise sur le strapontin. L'équipage est reposé, les rotations de repos en vol se sont bien déroulées. Rien n'indique le moindre problème. 30 minutes avant l'arrivée, le briefing d'approche est normal. La météo annonce quelques nuages vers 4500 pieds. Un vent modéré de nord-ouest. L'approche prévue est une ILS piste 25 à Orly. Une approche classique, mais Orly cache un piège. La piste 25 est utilisée pour les arrivées, tandis que la piste 24, juste à côté, sert au départ. En cas de remise de gaz sur la 25, il existe un risque de croiser la trajectoire des avions qui décollent de la 24. Pour éviter cela, la procédure impose une remise de gaz très contraignante. Montez tout droit, jusqu'à 700 pieds. Virage à gauche, sous 185 nœuds. Et surtout, ne pas dépasser 2000 pieds d'altitude. 2000 pieds. Une altitude exceptionnellement basse pour une remise de gaz. Gardez ce chiffre en tête. L'approche se déroule parfaitement. L'avion passe sous la couche nuageuse. La piste apparaît. Le copilote, qui pilote, décide de passer en manuel, vers 1400 pieds. C'est une excellente pratique. 4 secondes plus tard, l'alerte retentit. Il faut comprendre une chose importante. Il existe 2 types d'alertes de cisaillement de vent. Le cisaillement actif, quand l'avion est réellement pris dans des turbulences dangereuses. Dans ce cas, on remet les gaz sans discussion. Et le cisaillement prédictif, issu du radar météo, qui détecte une menace potentielle devant l'avion. Ce système peut parfois être trompé par le vent, qui rebondit sur des bâtiments au sol. Dans ce cas précis, avec une météo correcte et la piste en vue, l'équipage aurait techniquement pu continuer. Mais l'effet de surprise est total. Le commandant ordonne la remise de gaz, une décision défendable. Le copilote exécute, manettes à fond, mode toga, puissance maximale. L'avion commence à monter, et le piège se referme. La remise de gaz débute vers 1350 pieds. L'altitude maximale autorisée est 2000 pieds. Il ne reste que 650 pieds pour stabiliser l'avion. Très peu de marge. Le commandant demande une poussée réduite pour adoucir la montée. Le copilote réduit la puissance. L'avion monte à environ 8 degrés de cabré. Tout semble sous contrôle. Sauf que le copilote ne suit plus les indications du directeur de vol. Le FMA affiche clairement « Baisse le nez, vire à gauche, approche de l'altitude limite ». Rien ne se passe. Le commandant et la pilote de renfort l'alertent. « Attention, l'altitude ». Aucune réaction. L'avion passe 2000 pieds. Une alarme retentit. Il continue de monter. 2200, 2400, 2750 pieds. Le copilote est toujours là, les yeux ouverts, les mains sur le manche. Mais mentalement, il est absent. Ce n'est pas un malaise classique. C'est ce que les psychologues appellent une incapacitation subtile. Le cerveau, submergé par une charge mentale brutale, surprise, pilotage manuel, procédure rare et complexe, entre en mode
freeze, comme un ordinateur saturé. Après près d'1 minute de confusion, le commandant prend enfin les commandes, annonce « mes commandes » et engage l'autopilote. L'avion commence à virer à gauche, évitant de justesse le trafic au départ. Mais un nouveau problème surgit. Le copilote, toujours désorienté, sort les aérofreins sans prévenir. La vitesse chute brutalement. Une alarme de basse vitesse retentit. Le commandant réagit. Pleine puissance, il pique pour reprendre de la vitesse. Ce faisant, il déconnecte l'autopilote et perd les directeurs de vol. Le voilà en pilotage manuel pur, avec des alarmes partout, un copilote incapacité, un trafic proche, et le contrôle aérien qui insiste pour le virage. Aucune réponse. Le commandant est lui aussi en surcharge cognitive. L'avion redescend rapidement et traverse à nouveau les 2000 pieds, moment le plus critique de l'incident. Il passant à moins d'1 kilomètre et environ 75 pieds verticalement d'un avion en décollage. Suffisant pour alerter la tour, mais pas assez pour déclencher le TCAS. La pilote de renfort demande à plusieurs reprises d'engager l'autopilote pour soulager la charge. Le copilote, qui commence à reprendre conscience, engage l'autopilote sans prévenir le commandant. Sur les écrans, le commandant voit un autopilote s'activer avec un cap inattendu. La confusion est totale. C'est alors qu'il prend une décision cruciale. Il désengage cet autopilote, en réengage un autre, et déclare fermement « Tout le monde se tait, je suis le seul à donner des ordres ». Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est du leadership de crise. Quand le chaos s'installe, quelqu'un doit reprendre le contrôle et stopper les actions non coordonnées. Progressivement, la situation se stabilise. Le contrôle autorise la montée à 3000 pieds. Le commandant exécute, stabilise l'avion et engage enfin l'autopilote correctement. 4 minutes se sont écoulées depuis la première alerte. 4 minutes qui ont dû paraître une éternité. Le copilote retrouve pleinement ses esprits. Il se sent apte à reprendre la radio. Après une remise en condition, l'équipage effectue une nouvelle approche sur la piste 25 et atterrit sans incident. Alors comment expliquer qu'un pilote avec 8600 heures de vol puisse se retrouver dans cet état? La réponse tient en un mot, la rareté. Une remise de gaz en long courrier est un événement qui peut n'arriver qu'une fois tous les 5 à 10 ans pour un pilote. Malgré l'entraînement en simulateur, le cerveau n'est pas habitué à le gérer en conditions réelles, surtout avec un effet de surprise total. L'enquête révèle d'ailleurs que ce commandant avait déjà réalisé un exercice d'incapacitation avec ce même copilote en simulateur. Mais en simulateur, on s'y attend. La surprise n'est jamais réelle. C'est pourquoi les enquêteurs ont recommandé d'introduire davantage de scénarios imprévisibles dans la formation pour tester la réaction face à l'inattendu. Cette histoire a aussi conduit à une remise en question de la procédure de remise de gaz à Orly, jugée excessivement contraignante. Les autorités étudient désormais la possibilité de relever l'altitude limite de 2000 à 3000 pieds. Elle rappelle également l'importance du briefing juste avant les phases critiques. Une simple phrase de rappel aurait pu réactiver la mémoire procédurale du copilote. Enfin, cet incident illustre pourquoi l'aviation est aussi sûre, parce qu'on analyse les erreurs sans chercher des coupables, mais des solutions. Aucune sanction n'a été prise. Et c'est précisément ce qui permet d'améliorer la sécurité. Le vol French Bee 711 est rentré au parking sans une égratignure. Personne n'a été blessé. Mais cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Le facteur humain reste le maillon le plus critique du système. Non pas parce que les humains sont faibles, mais parce que même les meilleurs cerveaux ont des limites face à la surprise. La sécurité aérienne n'est pas fondée sur la perfection individuelle, mais sur la compréhension de nos failles et la capacité collective à apprendre. À bientôt pour une nouvelle analyse. Et n'oubliez jamais, derrière chaque vol sûr, il y a des centaines d'incidents étudiés et une volonté permanente de faire mieux.